Et finalement, on peut dire que la colonisation française a en quelque sorte pris la succession, la suite de ce système ottoman, si ce n'est que là, il s'est agi d'un système capitaliste au sens du 19e siècle du terme, qui a littéralement réalisé une opération marchande sur les terres, sur à peu près 7 millions à 8 millions de terres cultivables. On estime que la colonisation s'est emparée par la force ou par l'extorsion de biens, comme après l'insurrection de Mokrani en 1871. Il y a eu autour de 500 000 hectares environ. Mais au total, la colonisation française s'est emparée de 2 600 000 hectares en quantité, mais pas en qualité, parce qu'en qualité, la colonisation française s'est emparée de ce qu'il y avait de mieux. La Mitidja, par exemple, a été entièrement, pratiquement colonisée. Et vous avez eu beaucoup de petits propriétaires algériens qui sont devenus la main-d'œuvre des nouveaux colons. Donc vous avez eu la colonisation. Et cette colonisation, elle a signifié aussi un blocage, donc sur le plan économique, hein, et qui a forcé, à partir de la guerre de 14, un nombre de plus en plus grand d'Algériens à aller chercher du travail en France. C'est la guerre de 14 qui fait vraiment le départ de cette émigration. Et elle a créé aussi des blocages politiques, parce que il n'y a jamais eu, même s'il y avait des Français, et y compris des Français d'Algérie, qui voulaient donner les mêmes droits aux Algériens qu'aux Français. J'ai travaillé par exemple sur un petit colon qui s'appelait Victor Spielmann, qui était le fils d'un Alsacien qui avait eu 13 hectares de terre dans la région de Bel Abbès, et lui, il est devenu un des premiers nationalistes algériens. C'est lui qui a écrit tous les textes en français de l'émir Khaled. L'émir Khaled connaissait parfaitement le français, mais il a dit, bon, moi j'écris en arabe, et Spielmann, qui était alsacien, écrivait en français, et pas en allemand. Bien. Alors, vous avez eu donc des blocages. Par exemple, la guerre de 14, on a imposé la conscription en février 1912, avec cette espèce d'espoir, ceux qui iront à l'armée auront des droits. On sait bien que l'armée, faire le service militaire, c'est avoir des droits de citoyen. Eh bien, le résultat, ça a été la loi Jonard de 1919, qui a été d'un ridicule achevé, tellement les droits qu'elle donnait étaient limités à quelques petites fractions. Bon, quelqu'un que j'ai rencontré à 3 reprises, un certain Ferhat Abbas, vous avez peut-être entendu parler, m'a dit que lui, il était un produit de l'école française, et que même avec son père, qui était garde champêtre, qui avait eu le certificat d'études français en 1890, il parlait souvent français. Ça ne s'invente pas, c'est Abbas qui me l'a dit. Bon, et Abbas m'a dit, si la colonisation n'avait pas été ce système d'oppression, moi je serais devenu français, ça ne m'aurait pas posé de problème. Et lorsqu'il a été interrogé par la commission du suffrage universel en 1931, Abbas a dit aux enquêteurs, mais arrêtez, si vous voulez que nous soyons français, faites de nous des Français, donnez-nous les mêmes droits qu'aux Français. Ça a abouti au fait que le politique ne s'est pas imposé en Algérie. Il n'y a pas eu d'issue politique. Résultat, quand il n'y a pas d'issue politique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en arrive aux armes. Et c'est ce qui s'est passé. Les 22 et les 9 chefs historiques de 1954, c'était des gens qui voulaient reprendre la suprématie sur l'Algérie, parce que c'était pour les 2 tiers d'entre eux à peu près des gens qui étaient issus d'une petite élite rurale, pas toujours petite. Aït Ahmed par exemple, c'était pas une petite élite, hein, c'était un grand notable maraboutique de Kabyle. Moi j'ai passé un semestre et demi en Égypte, et là j'ai rencontré
un journaliste égyptien qui m'a dit « Celui qui parlait le meilleur arabe, c'était un Kabyle. » Alors moi, quand j'ai dit ça une fois dans une conférence en Algérie, ça ne m'a pas porté bonheur. Bien. Eh bien, le résultat, c'est qu'en effet, ces petits notables ont voulu reprendre la main sur un terroir. Sur les 9 chefs historiques, il y avait un seul citadin. Et encore, citadin d'Idouche Mourad, ses parents avaient immigré de Kabylie. Bon, donc c'était un citadin new wave, enfin récent, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé au Front de Libération Nationale. Et ce Front de Libération Nationale est une construction de volonté militaire, mais pour prendre le pas sur le politique, pour arriver à l'indépendance de l'Algérie. Ce qui ne veut pas dire que les relations avec la France, notamment la culture... moi, je peux vous dire, j'ai travaillé pendant 9 ans sur des documents du FLN, 85% sont en français. Alors, en arabe, si vous en avez quelques-uns dans le sud et dans l'Aurès. Dans l'Aurès, où les gens sont berbères, mais où ils écrivent en arabe. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lien. Les liens, ils existent, je pense qu'ils existent toujours, mais il n'était pas admissible et imaginable pour un historien qu'on ne passe pas, vu le système colonial, par l'indépendance. Et le reste, ma foi, ça fait partie de quelque chose que je ne traiterai pas ici parce que je n'ai pas le temps. Merci Gilbert pour cette synthèse très courte mais très dense qui a rappelé l'Algérie précoloniale, l'Algérie coloniale et aussi la genèse du mouvement national. Et ce qui est appréciable dans ce que tu viens de dire, c'est que si la violence a été le moyen pour atteindre l'indépendance, c'est parce que cela a été imposé par la nature rigide du système colonial. L'Algérie, dans les années 50 et dans les quelques années qui ont suivi l'indépendance, a été un pays qui a porté les espoirs du tiers-monde pour se développer. Dans les années 60, l'Algérie avait exprimé une volonté farouche de se développer, d'arracher l'indépendance économique, et beaucoup de pays d'Asie, d'Afrique, même d'Amérique latine, leurs représentants venaient à Alger, qui était devenue la Mecque du tiers-mondisme. Et 2 décennies plus tard, ces aspirations au développement, au bien-être, à la refonte de l'ordre international, l'ordre économique international qui était injuste pour les peuples du tiers-monde, eh bien, toutes ces aspirations se sont malheureusement effondrées, et l'Algérie, après l'Égypte, après d'autres pays du tiers-monde, est entrée dans les rangs de l'économie néolibérale, dans les rangs de l'ordre impérialiste, puisque aujourd'hui, l'Algérie se contente de vendre sa principale matière première, les hydrocarbures, pour importer l'alimentation nécessaire à sa population. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'ambition. L'Algérie a été mise à genoux par l'impérialisme, aidée, il est vrai, par la bourgeoisie comprador, mais aussi les généraux algériens qui ont façonné ce système pour qu'il serve d'abord leurs intérêts. Que si l'Algérie veut s'en tirer, il faudrait faire participer les différentes populations, les représentants des populations d'Algérie au champ de l'État. Or, les populations ne sont pas représentées. Ni celles du Sud, ni celles de l'Oranie, ni de la Kabylie, ni rien du tout. C'est un pouvoir qui choisit, y compris le syndicat, y
compris le syndicat, le pouvoir, la police politique, le DRS choisit les dirigeants du syndicat. Et comment voulez-vous qu'un pays qui fonctionne de cette manière Eh bien, l'Algérie n'est pas un pays développé. L'Algérie est un pays de gaspillage et non pas de production. Pourquoi? Parce que il aurait fallu faire les transformations politiques, les transformations culturelles. Le retard de l'Algérie, l'handicap de l'Algérie n'est pas économique, il est culturel. Et ce qu'on ne sait pas, mais ce que je vous dis quand même, c'est que les plus grands intellectuels algériens, en général, sauf exception, on ne les trouve pas en Algérie. Ils sont tous à l'extérieur. Vous avez les constitutions, elles servent très souvent dans ces pays d'ornement, si vous voulez, parce qu'elles ne sont pas appliquées. Et quand elles gèrent le président pour se porter candidat, on les modifie, etc. On les triture un petit peu, mais le droit public d'une façon générale, il comporte des plages entières d'ineffectivité.